Bonjour tout le monde. Bon, je dis bonjour en français. J'ai seulement 2 autres mots en français que je connais et que je vais utiliser peut-être tout à l'heure. C'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous. J'ai passé du temps avec les 40 leaders hier dans le projet pilote. On a passé une journée merveilleuse et j'ai passé du temps avec les gens du ministère également. C'était tout un défi. C'était très intéressant. Alors, je suis vraiment ravie de faire partie de ce colloque. Et il y a tant de talents ici. Et il n'est que 9h15 et déjà, j'ai entendu des conférencières tellement éloquentes. Je me demande pourquoi je suis ici aujourd'hui. Mais je vais quand même persévérer. Je voudrais également remercier l'Ordre qui m'a invité à participer aux activités d'hier et d'aujourd'hui. Vous faites une contribution extraordinaire à la professionnalisation de notre secteur. L'Ordre joue un rôle de visionnaire et en parlant de ces possibilités de leadership et de programme pilote, eh bien, je peux vous dire que j'espère que cela va se poursuivre et que ces possibilités de leadership seront données de façon constante à l'avenir. Vous montrez au monde entier ce qu'il faut faire en matière de leadership. Merci à Sue, à Lois et à tous les gens qui sont membres de l'Ordre des éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Alors aujourd'hui, je ne suis pas très bonne en technologie, mais j'espère que ça va marcher. Ma présentation, c'est le leadership qui fait améliorer qui fait avancer l'amélioration de la qualité dans les services à l'enfance. Aujourd'hui, le leadership, c'est le sujet de choix dans le monde de l'éducation de la petite enfance. Pourquoi on parle de cela? C'est à cause du changement. Bon, il y a tellement de changements. Le changement fait partie de la discussion quotidienne des gens qui travaillent dans ce secteur parce que autour du monde, tout le monde nous demande de nous moderniser, de changer et tout est axé sur l'amélioration de la qualité, d'améliorer l'expérience des jeunes enfants et de leurs familles. Et à cause de cela, les choses ont changé pour les leaders aussi. Les leaders, maintenant, doivent regarder leur rôle et voir le rôle qu'ils jouent en matière de leadership. Alors, oui, ça a marché très bien. Alors, voilà. Bon, le leader efficace au 21e siècle. Il y a beaucoup de gens parmi nous ont eu leur formation durant le 20e siècle et le monde était très différent à l'époque. Mais maintenant, nous avons des leaders au 21e siècle et il faut voir les facteurs et les questions qui sont importants pour la petite enfance. Tout d'abord, il faut reconnaître que les gens qui travaillent dans les milieux de la petite enfance doivent reconnaître la valeur de chaque professionnel, peu importe leur âge, leur qualification, leurs expériences ou leurs antécédents. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que le leadership, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement la responsabilité du patron, de la patronne, la personne qui mène. C'est un droit et une responsabilité de toutes les éducatrices, de tout le monde qui contribue à quelque niveau que ce soit au milieu de la petite enfance. Et vous n'avez pas besoin d'un titre pour être un leader. Et cela nous a été très mêlant. Ça nous a permis de nous désengager. Je voudrais que les gens comprennent que le leadership, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un poste. Il s'agit de votre droit et de votre responsabilité de faire avancer la qualité. Un autre changement important au niveau du leadership en éducation de la petite enfance, c'est que ce qu'on sait à propos des leaders, c'est que le vrai leadership
est axé sur le développement du potentiel chez les autres. Vous ne pouvez pas le faire seul. C'est trop difficile de nos jours. Il faut utiliser les talents qui existent dans vos équipes. Vous le savez mieux que moi. Vous travaillez avec beaucoup de gens talentueux, mais parfois ces talents sont cachés et c'est à vous de faire ressortir ce talent. Alors, encore une fois, nous allons reconnaître et nous inspirer de leur force. Nous devons dire, vous pouvez prendre un rôle de leadership à tous les niveaux, dans un centre, dans un milieu, et vous pouvez améliorer les choses. Alors, que font les leaders et comment est-ce qu'on le fait? Essentiellement, on travaille avec les enseignants, on les habilite à améliorer la qualité des divers milieux d'enseignement et de garde. Et cette responsabilisation, cette habilitation, on va en parler régulièrement, beaucoup ce matin. La qualité et le leadership vont de pair. Et il y a de la recherche qui démontre que si vous voulez évaluer la qualité d'un milieu de garde, vous n'avez qu'à regarder la culture de leadership. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Et ça m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que c'est très important que, si c'est vrai, les leaders vont travailler avec leurs équipes pour les habiliter, pour leur donner plus de compétences, et ce, afin d'améliorer la qualité. Et le dernier grand point, au niveau des changements en matière de leadership, c'est que nos leaders doivent être des agents déterminés du changement qui inspirent et mobilisent l'action autour d'une vision commune visant à transformer le système actuel pour le compte des enfants et des familles. Nos leaders ont besoin d'une vision, d'un avenir meilleur. Ils doivent inspirer les autres à s'engager. Je vais vous parler un petit peu du désengagement un peu plus tard. Mais c'est un problème qu'on a chez nos éducatrices de la petite enfance à travers le monde. Et c'est dû aux facteurs qu'on a déjà mentionnés ce matin. Et elles sont sous-payées. Elles n'ont pas suffisamment de ressources. Leur contribution à la société est mal reconnue. Toutefois, les leaders compétents reconnaissent et donnent et améliorent la qualité grâce aux autres. Alors, il y a quelque chose que je voudrais dire maintenant. Nous parlons du leadership, on parle de collaboration, de partenariat, de communication, on parle de beaucoup de choses. Mais ce ne sont pas des fins en soi. Ce sont des moyens d'atteindre un objectif. Et le leadership, c'est un moyen d'atteindre un objectif. Donc, on n'essaie pas de créer plus de leaders ou d'améliorer le leadership parce que c'est ce qu'on recherche à faire, tout simplement. On fait cela parce que nous voulons améliorer la qualité et améliorer les résultats pour les enfants et les familles. Nous croyons que le leadership, entre autres, c'est la façon d'y arriver. Ça nous aide à atteindre la qualité. Alors, souvenez-vous, peu importe ce que vous faites, peu importe les stratégies que vous choisissez, ce sont des moyens pour atteindre un objectif. Ce ne sont pas une fin en soi. Alors, pour moi, voici une belle citation. La diversité et la complexité qui entourent l'amélioration de la qualité par l'innovation et le changement exigent un important investissement et nécessitent que l'on porte attention au développement de la capacité de leader parmi le personnel qualifié œuvrant dans l'éducation de la petite enfance. Et il y a beaucoup de secteurs dans le monde où on met l'accent sur l'amélioration des compétences, des qualifications des gens, parce que les gens plus compétents donnent de meilleurs services aux jeunes enfants. Alors, malgré le fait qu'on connaît beaucoup de choses à propos du leadership et son rôle par rapport à la qualité, on continue à peu investir dans la préparation et la formation au leadership. Et c'est pour cela que c'est merveilleux de voir que l'Ordre et le ministère investissent dans la préparation et la formation au leadership. Il y a une tension, une contradiction dans la documentation qu'on voit à travers le monde. On s'attend de plus en plus à certaines choses pour les gens. Les objectifs sont beaucoup plus élevés. Mais c'est très difficile de s'attendre à ce que les éducatrices qui ont eu une formation qui vise à faciliter l'apprentissage des jeunes
faire la transition vers un rôle de leadership où ils travaillent avec des groupes d'adultes à des moments de changement compliqués, sans un soutien, une formation adéquate. Et c'est pour cela que ce programme pilote en leadership est si important, parce qu'on fournit la formation et le soutien, et on reconnaît que la formation que les gens ont reçu était axée sur le travail auprès des enfants. Et maintenant, on demande aux gens de prendre prendre un autre virage et de travailler avec les adultes, et on doit investir là-dessus. Alors, je prêche déjà pour ma paroisse. Alors, je voudrais maintenant vous parler du contexte professionnel et le leadership aujourd'hui. Je voudrais vous donner un peu les antécédents et le contexte du leadership. Pourquoi est-ce important? Tout d'abord, pour moi, à ce moment-ci dans ma carrière, de voir la mise en valeur accrue du leadership comme aspect intégral de l'identité et de l'expertise professionnelle. C'est reconnu par le secteur lui-même. C'était pas le cas avant, mais c'est le cas maintenant. C'est reconnu également par les gens, les hommes et femmes politiques et les gouvernements. Les gens demandent du changement, mais ils disent le leadership, c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en œuvre ces changements. Alors, de nouveau, on valide l'idée que le leadership et la qualité vont de pair, sont inséparables. Les leaders travaillent, les éducateurs à la petite enfance travaillent dans un contexte, dans un milieu où il y a beaucoup de changements politiques, ce qui appelle une transformation radicale. Il ne s'agit pas de petits changements, il s'agit de grandes transformations, de grands changements de ces services à la petite enfance. Il s'agit de choses complexes qui posent des défis. C'est imprévisible. Donc, on travaille dans un milieu qui pose beaucoup plus de défis aujourd'hui que durant le 20e siècle. Cela veut dire que le leadership doit se transformer également. Nous savons que l'expertise en leadership est essentielle pour la mise en œuvre du changement. Un changement durable n'aura pas lieu sans un leadership fort et compétent. Selon la recherche, c'est la recherche et notre expérience qui nous le démontrent. Comment y arriver? On a besoin de gens qui peuvent s'adapter et qui comprennent que le leadership est collaboratif et collectif aujourd'hui. Les gens qui ont les compétences pour y arriver. Nous savons également que c'est trop difficile pour une seule personne. C'est trop. Alors, nous avons besoin de plus, un nombre accru de leaders en éducation de la petite enfance, des éducatrices qui voient le leadership comme une partie de leur identité professionnelle. Hier, je parlais de changer l'état d'esprit des gens, de travailler avec les gens pour qu'ils voient que ce qu'ils font à tous les jours avec les parents et les enfants, ce sont des actes de leadership. Et il faut que ce soit beaucoup plus transparent. On doit remarquer et identifier les petits actes de leadership parce que, en fait, même si il y a des transformations extraordinaires qu'on met en place. En ce qui concerne la petite enfance, les changements sont tout petits. On ne les reconnaît pas souvent. Et les gens ne se voient pas comme des leaders parce qu'ils ne voient pas cela comme du leadership. Donc je pense que l'une des façons d'améliorer notre capacité en leadership, c'est de faire changer l'état d'esprit des gens, de leur faire prendre conscience du fait qu'ils sont des leaders, qu'ils pratiquent déjà le leadership. Voilà à quoi cela ressemble au quotidien, au travail, quand vous êtes leader. Ce qui nous amène au fait que lorsque vous reconnaissez un nom, c'est bien, c'est une première chose, mais il faut de plus mettre l'accent sur les possibilités de développement du leadership, telles que cette possibilité qu'offre actuellement l'ordre. Et il faut comprendre aussi qu'il existe bien des façons de former les leaders d'aujourd'hui. Je dis qu'il faut le faire de manière ciblée. Pourquoi? Parce que les leaders ont chacun leur propre expérience, leurs propres antécédents, leurs propres besoins, parce qu'ils travaillent avec des équipes bien différentes.
il n'y a pas de solution miracle pour tout le monde. Alors il va falloir réexaminer les formations et les rendre beaucoup plus souples. En discutant avec Loïs des problèmes auxquels font face les gens dans le nord de l'Ontario, dans cette région assez isolée, c'est difficile pour eux d'accéder aux programmes de formation bien plus que pour les gens dans la grande ville. Mais il ne faut pas pour ça les oublier. Ces personnes, elles ont autant de valeur que les éducateurs et éducatrices de la petite enfance des villes. Il faut donc être très créatif quant aux possibilités de formation que nous développons et que nous offrons. À mes yeux, pour améliorer la qualité, il faut perfectionner un nombre accru de leaders compétents en petite enfance qui reconnaissent que leur responsabilité professionnelle est de monter la barre, de faire avancer la qualité en se concentrant sur leur propre apprentissage et perfectionnement professionnel et celui des autres. S'ils le font, ils deviendront un tremplin pour concrétiser les améliorations, l'innovation et le changement. Ici encore, je réitère, la qualité doit être l'affaire de tous, pas simplement celle du leader formel. Nous sommes tous dans le même bateau, quel que soit notre niveau de travail, nos qualifications, notre rôle dans le milieu de travail. Nous devons chacun contribuer à cet effort de leadership. Il faut donc une poursuite active de l'excellence chez tous les éducateurs de la petite enfance qui ne se contentent pas de se conformer aux normes prescrites, mais qui s'investissent avec enthousiasme et diligence dans la quête permanente de la qualité. Cela donne souvent lieu à des critiques. Est-ce qu'on ne serait pas assez bon aujourd'hui? Ce n'est pas vrai. Tous ceux que j'ai rencontrés dans le monde entier travaillent à 100%, à 110% même. Ils font bien plus que ce qu'on leur demande. Il y a des exceptions, des gens qui font moins de zèle, mais ces gens ne dureront pas trop longtemps, car la plupart sont vraiment enthousiastes. Cependant, il faut y réfléchir, parce qu'il n'y a pas d'incitation pour les gens de travailler plus dur, avec plus de qualité, parce qu'il n'y a pas de récompense. Au bout du compte, personne ne va pour cela vous payer davantage, vous donner davantage de vacances. Ce n'est pas le cas dans notre secteur. Nous le faisons tout de même parce que nous voulons le mieux pour les enfants. C'est vrai que souvent les gens ont le sentiment d'être sous-valorisés, de ne pas avoir les ressources nécessaires pour répondre aux demandes. Et c'est quelque chose dont les leaders doivent parler officiellement. Il faut que le public comprenne que nous contribuons de manière très valable aux générations montantes. Alors, 3 grandes questions pour améliorer la qualité. Tout d'abord, il faut repenser les compétences de base en leadership, les rôles et les responsabilités de leadership. Nous avons beaucoup mis l'accent sur les attributs, les compétences des leaders solo. Nous avons vraiment mis l'accent sur la formation des individus afin qu'ils puissent retourner dans leur milieu de travail et diriger des équipes. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que le leadership va beaucoup plus loin et donc repenser les compétences. Il faut donc aller vers une approche collaborative. Aucun individu ne peut être leader tout seul, mais tous ensemble, si nous reprenons des rôles, des fonctions différentes, que nous développons diverses expertises, nous pourrons relever le défi du leadership. Il s'agit aussi de comprendre que le changement doit être mené par les gens qui sont affectés. On n'accepte plus la culture du grand patron.
On ne dit plus aujourd'hui, voilà ce que le ministère nous impose, il va falloir que vous vous occupiez de cela, moi je vais reprendre telle tâche. Tout cela ne fonctionne plus. Il faut passer maintenant à un changement facilité par le leadership. C'est là que l'on peut développer une culture du pouvoir-faire. On dit aux gens, on a besoin de tous vos talents, toutes vos compétences, afin de contribuer à cette recherche de la qualité. Ce n'est plus assez qu'une ou deux personnes travaillent à cela, mais tous ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Il faut donc vraiment former tout le monde, inclure les gens, ouvrir les espaces afin que chacun puisse exercer son droit et sa responsabilité de diriger. Pour cela, il faut que les leaders encouragent une culture d'apprentissage professionnel continu et un climat et des conditions de travail qui favorisent et optimisent les possibilités pour les éducateurs de la petite enfance de prospérer et d'innover dans leur milieu de travail. Les gens doivent comprendre que la qualification universitaire n'est que la première étape de l'apprentissage. L'apprentissage ne s'arrête pas là. Une partie de ce qui m'intéresse quand je vous rencontre, c'est moi aussi, je vais apprendre de vous. Hier, je suis rentrée dans ma chambre en me disant, tiens, telle personne a dit quelque chose, cela me fait réfléchir à telle chose. L'apprentissage ne s'arrête jamais. C'est une belle citation dont je ne connais plus l'auteur, malheureusement, mais qui dit on apprend. Si vous finissez d'apprendre un jour, c'est que vous êtes prêt à mourir. Alors moi, je ne suis pas encore à ce stade-là. Je veux continuer à apprendre. Tout cela, donc, promouvoir l'apprentissage professionnel continu, implique que les milieux de travail sont maintenant des environnements d'apprentissage continu. Ça ne suffit pas de dire oh, nous sommes des éducatrices et éducateurs, nous nous intéressons à l'apprentissage des enfants, nous aussi nous devons apprendre de nouvelles façons de travailler pour faire face à ces changements. Non, nous devons devenir des organisations d'apprentissage. Et c'est intéressant, en Finlande, le gouvernement a maintenant décrété que l'un des rôles du leader, c'est de transformer le milieu d'apprentissage de la petite enfance en une organisation d'apprentissage. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, une organisation où il y a une responsabilité partagée de développement de l'expertise et un environnement où on s'assure que toutes ces responsabilités sont remplies. Parlons justement des caractéristiques du leadership dans les milieux de la petite enfance. Vous le savez peut-être mieux que moi, mais cela permet de comprendre pourquoi il est si important de s'investir dans le leadership, de comprendre le leadership et de proposer toutes sortes de possibilités de formation en leadership. Le leadership est un phénomène tout en nuances dans la petite enfance, tout en subtilité. C'est un phénomène complexe. Ce n'est pas évident au quotidien, forcément. Quand vous demandez à quelqu'un, alors, où est le leadership dans ce milieu? Les gens ont du mal à cerner cela de près, de le documenter, même d'articuler cela. Parce que pour nous, c'est souvent voilé, peu évident, dissimulé. Bien des leaders, en fait, sont prêts à prendre du recul. C'est un acte de leadership afin de donner aux autres l'occasion de faire preuve aussi de leadership. La seule façon de rendre le leadership plus transparent et plus accessible aux autres, c'est d'en parler. Et hier, dans ce symposium, lorsque les gens parlaient de leur travail dans leur milieu, eh bien, c'est ce qu'il faisait. C'était de rendre transparent, accessible aux autres, ce leadership. Nous savons que le leadership peut être subtil, dissimulé, et nous savons que la compréhension du leadership se situe au niveau tacite. Vous venez de me parler d'un événement, d'une situation de leadership.
il va falloir que j'y réfléchisse un bon moment. On comprend souvent ce que c'est que le leadership, mais de façon tacite. Alors c'est important d'avoir ces dialogues, ces conversations sur le leadership. C'est là la seule façon de rendre explicite ces connaissances tacites et d'aider les gens à articuler ce qu'ils font. Exactement, précisément. Hier, quelqu'un m'a demandé, est-ce que le leadership, c'est une qualité innée ou est-ce qu'elle peut s'apprendre comme qualité? J'ai répondu, ce n'est pas inné, mais on ne peut pas enseigner le leadership. Toutefois, on peut apprendre à devenir leader. C'est différent. Quand vous avez ces occasions de faire l'expérience du leadership à différents niveaux, que l'on vous donne la possibilité d'assumer un rôle de leadership à n'importe quel niveau que ce soit. C'est comme cela que vous apprenez le leadership. Cela s'apprend, le leadership, de bien des façons. Et l'une des façons bien importantes de le faire, c'est en parlant, en rendant ce leadership transparent. Le leadership compétent en petite enfance est sophistiqué. Les leaders chevronnés ont même de la difficulté à en repérer, démêler, formuler et élucider les complexités pour les autres. Les gens vont vous dire que cela s'enracine dans l'interaction, dans le moment, se nourrit de l'interaction entre différents facteurs. C'est vraiment quelque chose qui évolue de l'interaction entre les facteurs contextuels, les connaissances professionnelles, la compréhension sophistiquée des enfants, des familles, des communautés avec lesquelles vous travaillez et l'expérience pratique, y compris les réalités au jour le jour des milieux de travail avec les enfants. Et cela, c'est très important dans la manière dont on vit le leadership. Chaque milieu est unique, chaque culture est unique. Un style de leadership ne fonctionne pas forcément dans tous les niveaux. Et c'est cela qui rend le leadership en petite enfance si unique. Tout cela a un impact sur notre compréhension du leadership, la façon dont cela nous affecte. Il y a bien des facteurs culturels qui influencent le leadership. Le leadership, d'autres l'ont dit avant moi ce matin, se déroule à tous les niveaux. J'ai tendance à décrire le leadership comme un tout amorphe, mais je comprends maintenant qu'il y a différents types de leadership. Il y a un leadership positionnel et il y a un leadership du quotidien. Et je dirais qu'il faut encourager ce leadership du travail quotidien, le nommer et faire comprendre aux gens que chaque fois qu'ils prennent une décision pour améliorer la situation pour les enfants et les familles dans leur milieu de travail, ils font acte de leadership. Le leadership peut être stratégique et ou opérationnel. En petite enfance, je ne peux jamais entendre parler le mot de gestion et donc j'ai trouvé ce terme d'opérationnel. Je pense qu'il y a encore beaucoup de confusion entre le leadership et la gestion. Je m'éloigne donc de ce débat-là. Je dis qu'il y a du leadership stratégique et opérationnel, ainsi que du leadership pédagogique que vous connaissez. Il y a d'autres types de leadership, bien entendu, logistique, stratégique et autres. Donc, au XXIe siècle, il faut vraiment réfléchir au type de leadership que nous exigeons hier lors des introductions. En l'espace de 5 minutes, j'avais compris qu'il y avait déjà en place un leadership de système, la façon dont ces personnes ont décrit leur rôle. Ne s'identifiait peut-être pas en tant que leader des systèmes, mais moi je savais de qui il s'agissait. Donc nous avons des rôles très complexes qui ne sont pas toujours bien nommés en fait. Le leadership est un phénomène multicouche, multidimensionnel, multivoie, et c'est pourtant aussi un phénomène holistique, vivant, et un phénomène distribué. Il s'exerce dans des situations épineuses où le personnel, les familles, les communautés et tous les intervenants peuvent avoir des besoins, attentes et exigences différents et parfois opposés. Les leaders du XXIe siècle travaillent dans un contexte bien complexe. Et voilà pourquoi il leur faut les occasions de se former à long terme. Un atelier de 2 heures en leadership
peut être intéressant, mais ça ne suffit pas. La recherche nous montre que les programmes de long cours, tels que celui qu'offre actuellement l'Ordre, ont la meilleure chance vraiment d'améliorer le leadership. Pour faire avancer la qualité, il faut des leaders en petite enfance qui soient capables de, je vais passer très rapidement. Il s'agit de responsabilisation. Les leaders doivent être capables de fournir et améliorer de manière compétente et assidue les services à la petite enfance conformément aux normes professionnelles et réglementaires qui existent, qu'il faut respecter. Il y a donc une responsabilité. Ils font donc remplir les responsabilités pédagogiques, humaines, éthiques et financières. Ce sont là des domaines d'expertise très larges à développer. Les leaders doivent également s'efforcer de créer une culture, un climat de travail qui offre à tout le monde des possibilités d'apprendre, de se perfectionner et de réussir professionnellement par l'acquisition de connaissances, d'une compréhension des choses, de compétences et d'expertise. Ici, je mets l'accent sur le développement des gens et des talents. Il y a énormément de talents dans notre domaine. On n'en manque pas, mais il faut continuer d'investir dans les gens. Il ne faut pas que les gens puissent se sentir frustrés dans leur travail. Il faut continuer à investir dans l'expertise. En Angleterre, nous avons de gros problèmes avec les superviseurs qui deviennent souvent très frustrés. Ils travaillent dans des environnements très difficiles avec des familles qui ont beaucoup de problèmes. Ils deviennent stressés et en viennent bien souvent à démissionner. Et on perd alors des années d'investissement en formation. Il s'agit donc de comprendre que la culture et le climat du travail doivent être améliorés. Il faut pouvoir garder notre personnel, retenir notre personnel et ouvrir la porte à la venue d'autres leaders. Il faut qu'il y ait une certaine perméabilité entre les rôles. C'est un peu la valse des leaders. On est leader un jour et puis le lendemain, c'est quelqu'un d'autre. On avance, on recule. Il faut beaucoup de courage pour les leaders de prendre ce recul-là, bien souvent. Enfin, les leaders doivent pouvoir accompagner et soutenir les collègues et tous les intervenants dans le processus de changement. On est très peu à accueillir le changement. Trop souvent, on en a assez du changement. C'est difficile de recommencer dans la vie. Souvent, dès le premier obstacle, on a tendance à baisser les bras. Mais ce n'est plus acceptable aujourd'hui. Il faut donc que les leaders comprennent le changement et appuient leurs collègues dans des périodes de transition pour aider leurs collègues à surmonter les obstacles. C'est vraiment une fonction clé pour les leaders de la petite enfance du XXIe siècle. Le changement durable se produit lorsque les éducatrices et éducateurs en petite enfance prennent l'engagement et ont la capacité de trouver, d'évaluer d'un œil critique et d'intégrer sélectivement de nouvelles idées et pratiques. Je tiens cette citation de Fullen en 2001. Il y a 15 ans déjà, il parlait de l'importance de l'apprentissage pour les individus et les organisations. Notre rôle en tant que leader, c'est de faire réfléchir nos collègues. Comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer et arriver à de meilleurs résultats pour les enfants. Moi, j'ai tendance à me remettre en question, puis à aller chercher ailleurs des réponses à mes questions. Question cruciale. Comment les leaders en petite enfance efficaces habilitent-ils tous les membres du personnel à devenir des participants, des apprenants et des partenaires actifs et créatifs? Partenaires, c'est un mot-clé, qui vise et observe volontairement les attentes de la profession, les règlements, les normes et les cibles des pouvoirs publics pour concrétiser une haute qualité dans les services à la petite enfance.
Vous avez sans doute votre propre réponse à cette question. Je vais vous faire part de ma réponse. Je pense qu'il y a 4 qualités importantes. Et tout d'abord, l'inspiration, je dirais. Hier, dans la salle, j'ai vraiment ressenti cette inspiration et je la ressens aujourd'hui aussi. Il s'agit d'engagement aussi, d'engager les gens à ces activités, à cette poursuite de la qualité. Donner aux gens aussi la compétence et la possibilité d'aller de l'avant. Et puis, le pouvoir-faire. Je dirais que ce sont des qualités clés sur lesquelles les leaders doivent mettre l'accent. Ce sont vos fonctions clés aujourd'hui. Alors, être leader en temps de changement, en petite enfance, c'est un processus complexe et cumulatif. On commence par de petites mesures et puis on prend de l'élan. Il faut savoir adopter un rythme différent, rapide ou plus lent selon le cas. Il y a souvent bien des sentiments qui entrent en jeu, d'acceptation, d'implication. C'est au leader de tenir compte de tout cela. Le rythme du changement effraie bien des gens. Les gens hésitent, ils se sentent incertains, ils ont peur et pour toutes ces raisons, ils résistent au changement. Vous savez, les professionnels en petite enfance sont des pros lorsqu'il s'agit de saboter tous les changements dont ils ne veulent pas. Je l'ai vu à de nombreuses reprises. C'est une très belle compétence, certes, mais il faudrait renverser cette tendance et faire en sorte que les gens voient le changement d'un œil beaucoup plus positif. L'évolution de la pratique des professionnels en PE dépend de leur investissement dans l'apprentissage et le perfectionnement professionnel. On me dit que je n'ai plus que 5 minutes. Il faut donc travailler de façon beaucoup plus collaborative. Le changement PE se produit lorsque les leaders entreprennent un travail d'apprentissage et de création de savoir en collaboration avec un personnel en possession de son pouvoir-faire. Je tiens à mettre l'accent sur ce terme de pouvoir-faire, empowerment en anglais. Le pouvoir-faire est une condition essentielle pour concrétiser la qualité. Le pouvoir-faire, ça ne se donne pas, ça ne s'autorise pas, ça ne se délègue pas, ça ne s'octroie pas. Les leaders ne peuvent que créer des conditions propices à son développement. C'est de cela dont je parle, de la création d'un bon climat dans le milieu de travail, afin que les gens puissent tester et essayer ceci, cela, devenir plus compétents, réussir, devenir plus confiants en soi. Le pouvoir-faire n'est pas quelque chose qu'on délègue, ça s'acquiert au cours d'un travail d'apprentissage entrepris par des gens interreliés. Et j'ai vu cela à l'œuvre hier. Je voudrais vous parler de stratégies pratiques pour créer un milieu de travail permettant le pouvoir-faire. Cela montre que vous reconnaissez la valeur des gens, que vous jouez la confiance et vous entretenez la loyauté. On ne veut pas de ce leader qui ne délègue pas, qui veut tout faire soi-même, qui ne fait pas confiance en son équipe. Il faut que cela change pour créer une équipe faisant preuve de pouvoir-faire. On ne veut pas imposer une vision. On veut inclure, co-créer une vision, co-créer des objectifs, co-créer un chemin, un itinéraire, partager des informations. Il faut beaucoup de dialogue professionnel, beaucoup de conversations. Il faut veiller à l'équité des voix, s'assurer que les points de vue de tous soient sollicités, entendus et pris en compte. Et ce point continue aussi. Il faut s'assurer que les gens puissent en toute sécurité partager des opinions, des points de vue et des questions qui contestent ou rejettent les idées préconçues et les pratiques courantes. Cette idée de violence horizontale, d'harcèlement dans le milieu de la petite enfance est ressortie des conversations hier au ministère. Certaines personnes ont tendance à garder pour l'information. Il y a des barrières qui se montent et un certain harcèlement entre certains éducateurs en petite enfance. Ce n'est malheureusement pas aussi rare qu'on pourrait l'espérer. Un bon leader doit remarquer cela, avoir le courage de pointer cela du doigt et d'en parler dans les centres. On ne peut pas se permettre de créer un système où il y a une petite élite qui est informée et qui informe simplement le reste de l'équipe de ce qu'ils doivent faire.
Il faut donc créer des espaces où les gens se sentent en toute sécurité, capables de partager. J'ai entendu des gens dire qu'est-ce que vous proposez? Et puis, lorsque quelqu'un propose quelque chose, le leader dit non, non, ça on a déjà testé, ça ne va pas marcher. Cela refroidit, bien sûr. Il faut que les leaders respectent, valident les suggestions, les propositions, les idées de leur personnel. Il faut que les leaders soient certains que le personnel fera ce qui doit être fait, qu'il prendra les choix et des décisions appropriées. Certains leaders hésitent à le faire. Si c'est votre cas, vous avez échoué, vous n'avez pas appuyé votre personnel dans leur cheminement d'apprentissage. Il faut distribuer le leadership. La seule façon d'arriver à une bonne qualité de travail, c'est en encourageant les leaders aspirants, les leaders cachés, à déployer leurs aspirations, leur potentiel. S'ils ne se sentent pas en sécurité dans le milieu du travail, ils pensent peut-être qu'ils ne seront jamais appuyés s'ils essaient de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions. Il faut encourager, récompenser l'ouverture à partager les connaissances et l'expertise, juger bon que les problèmes soient résolus dans un climat semblable. Et voici, on en a parlé hier, l'une des meilleures stratégies en leadership, c'est de prendre du recul, de poser des questions, d'écouter, d'apprendre avant d'offrir du soutien, des conseils, éventuellement des réponses. Il faut célébrer l'apprentissage ensemble, célébrer le pouvoir-faire, la prise d'initiative au quotidien, les objectifs atteints, qu'ils soient petits ou grands. Donc, les leaders qui facilitent le pouvoir-faire chez les autres entretiennent une culture de travail qui est centrée sur l'interaction avec les gens, appropriation du pouvoir, flexibilité et responsabilité, est émancipatoire avec autonomie personnelle et pouvoir d'agir. Une culture qui est propre à rendre possible la facilité et qui encourage la participation et la contribution. Une culture qui est inclusive, ouverte, accueillante envers tout le monde. Nous sommes tous dans le même bateau. Une culture qui est basée sur l'apprentissage en commun, investigation, expérimentation, prise de risque collaborative. Le risque est considéré comme une possibilité d'apprentissage qui enrichit notre apprentissage. Une culture qui repose sur le pouvoir partagé, l'appropriation, la prise de soi et la responsabilité, des liens, des partenariats, des principes démocratiques. Et une culture, enfin, qui encourage tous les intervenants à devenir proactifs et à s'investir dans l'amélioration de la qualité par le changement. À savoir donc une culture accessible et sans restriction. Je vous propose donc de réfléchir à vos compétences, d'identifier vos forces et vos faiblesses. Pour finir, 2 citations pour créer donc une culture du pouvoir-faire. Une citation de Benjamin Franklin, un homme politique américain, né en 1706, il y a bien longtemps, mais c'est un message utile au sujet du pouvoir-faire. Dis-moi et j'oublierai, enseigne-moi et je m'en souviendrai, mais implique-moi et j'apprendrai. Et voilà ce que nous voulons pour nos éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Le leadership ne se développera que lorsque les gens sont impliqués, parce que c'est comme cela qu'ils apprendront. Enfin, et c'est cela, bon, c'est adapté en fait d'une situation de John Quincy Adams, un homme politique américain encore, qui lui aussi est né il y a bien longtemps. Si vos actes incitent autrui à rêver plus, c'est-à-dire d'avoir une vision du changement, à apprendre plus, à savoir donc s'impliquer dans leur développement professionnel, à faire plus, donc à contribuer, à participer et à devenir plus, c'est-à-dire faire preuve de pouvoir-faire, eh bien, vous êtes un leader. Je vous remercie pour votre attention.